Comment récupérer ses loyers en Thaïlande quand on n'a pas de compte bancaire comme moi? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par AlphaJet22 et plusieurs autres personnes qui s'inquiètent de mon immobilier en Thaïlande et qui se demandent comment je récupère les loyers, surtout que maintenant, eh bien, j'ai 2 appartements en location en Thaïlande avec 2 agences différentes. Voilà. Je vous rappelle que j'avais un compte bancaire que j'aimais énormément et ce compte bancaire a été bloqué et clôturé à cause de mon visa, le visa DTV que j'affectionne tout particulièrement, mais malheureusement il y a quelques restrictions dont le fait de ne pas pouvoir avoir de compte bancaire. Donc c'est un peu problématique cette histoire. Ça va être toutes les personnes qui vont être en visa touriste et qui vont investir dans l'immobilier et mettre donc des locataires à l'intérieur de leur appartement vont avoir ce problème. Alors moi je suis en visa DTV. Est-ce que le DTV est un visa de touriste? Moi je veux pas y croire. Mais certains d'entre vous ont une opinion différente sur le sujet. Le T de DTV, ça ne veut pas dire touriste. Voilà, c'est quand même un visa de 5 ans. 5 ans de tourisme, ça fait beaucoup quand même. Donc, concrètement, comment ça se passe? Quand on arrive, j'ai mis un reminder dans mon calendrier. En fait, tous les premiers du mois, j'envoie un message sur Line à l'agence. Il faut savoir que c'est une toute petite agence, ok? Ils sont 2 personnes à l'intérieur. Donc c'est mon premier appartement, 2 personnes. Et l'autre, c'est une toute petite agence aussi. Donc c'est que des agences familiales. Donc il ne faut pas espérer en fait quelque chose de très bureaucratique, de très procédurier, de très formel. C'est en famille quoi. Et ça se fait de façon un peu informelle. Ok. Donc, je lui demande bon, est-ce que je peux venir chercher mon fric avec le tact et la délicatesse que vous connaissez. En général, j'ai pas de réponse pendant 48, 72 heures, quelques jours, pas de réponse parce qu'elle n'est pas forcément ouverte. Elle est ailleurs, elle fait autre chose. Elle est dans sa famille, dans l'Issan, je sais pas. Chacun, elle va qu'à ses occupations. Mais il faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Sabai, sabai. Voilà. C'est tout un apprentissage en fait, la Thaïlande. C'est vraiment une expérience de vie en fait. Il faut sortir de ces modes de fonctionnement qu'on a en Europe, du style ah oui mais attention, elle devait payer ce jour-là, elle devait me répondre, elle devait ci, elle devait ça. On est dans un autre monde. Ça sert à rien de vous énerver, il se passera rien. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, avocat, machin. Partez d'un principe. En Thaïlande, vous avez un problème avec quelqu'un, vous êtes seul face à cette personne et vous devez trouver une solution. Voilà. Donc voilà, essayez dans la mesure du possible de résoudre vos problèmes vous-même par la discussion. Voilà. C'est un changement majeur hein, pour moi, parce que moi j'ai tendance à rentrer dans le combat immédiatement et à faire valoir mes droits. Si ça se passe pas comme ça, ça fonctionnera pas. Vous pouvez tester, hein, moi j'ai testé ça, ça fonctionnera pas. L'allemand aussi il a testé. Ah oui, parce que donc un des locataires est un allemand, il s'appelle Adolphe, il a fait des vidéos dessus, qui a essayé aussi de jouer les procédures avec l'agence, etc. Il s'est pris un mur. Yeah, je comprends pas, les lois, c'est ça, vous devez pas prendre 2 mois de dépôt de garantie, j'arrête de payer, machin. Bon, concrètement, ça c'était il y a plusieurs mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Son électricité a été coupée, son eau a été coupée, l'agence a bien rigolé, et il s'est mis à payer. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, en fait, maintenant ma locataire sur ce premier appartement, c'est l'agence. C'est plus l'allemand. L'allemand, c'est son problème. Voilà. Ça, c'est le premier appart.
Donc elle, je lui dis voilà, je viens chercher mon fric, j'ai pas de réponse pendant plusieurs jours, c'est normal. Elle se réveille au bout de 3-4 jours, elle me dit ça y est, je reviens à Jomtien, Pattaya, tout ça, ok. Donc là, tu as l'impression qu'elle te donne une date, je serai là ce jour-là. Ben, elle sera là, mais elle t'a pas dit qu'elle avait ton argent. Donc tu dis quand est-ce que tu vas chercher mon fric? Parce qu'elle a pas le cash dans son petit coffre. Il faut qu'elle aille le chercher à la banque. Donc elle me dit je reviens. Donc là encore 2, 3, 4 jours, voilà, on va chercher l'argent. Donc là elle me dit ça y est, j'ai l'argent. Là je me pointe dans son bureau et je lui fais ni bonjour, ni rien. Je lui fais t'as mon fric? Elle me dit oui. Elle me tend une enveloppe. Et elle me dit tu recomptes pas? Et là je lui dis je peux te faire confiance? Et là elle me dit recompte. Alors je recompte devant elle. Les petits billets de 1000. Je lui dis c'est bon. Elle me tend un reçu. Je lui demande comment ça se passe avec Adolphe. Parce qu'on arrive à 1 an, elle peut le virer. Il n'y a pas de reconduction automatique en Thaïlande. Je dis tu vas le virer? Ça se passe bien, il te paye? Parce que j'aimerais bien avoir quand même des infos du gars qui est quand même dans mon appartement. Et là je sais qu'elle va me mentir. Elle va couvrir le truc. Parce que l'agence doit me dire qu'en fait il n'y a pas de problème. Donc je sais que je vais pas écouter les mots. Je vais juste regarder le comportement pour voir si elle ment, si elle regarde à droite, à gauche, si elle bafouille. Je vais regarder son comportement. Elle me dit ça va, mais pas très. tu sens que c'est un petit ça va, tu vois. C'est pas genre ah oui ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Je dis non ça va, ça va. Je lui dis tu vas le virer? Elle me dit c'est possible. Voilà, je vous dis vraiment comment ça se passe. Hein. Surtout que là, en fait, il n'y a pas de bol parce qu'on est en haute saison. Donc, elle peut faire x2 en fait sur le loyer en haute saison par rapport au loyer que le gars paye. En plus, le gars est un peu un casse-couille. Donc, elle se dit bon. Mais elle se dit aussi, le gars, il paye à l'année, il reste même durant la basse saison. Donc, c'est un calcul qu'elle doit faire dans sa petite tête. C'est une stratégie en fait. Mais c'est son business. Moi, j'ai un contrat long terme avec elle. Je m'en tape. Honnêtement, au final, c'est mieux comme ça. Après, alors, donc là, c'est comme ça que ça se passe avec cette agence. L'autre agence, elle est plus professionnelle. Elle m'envoie des rapports de tout. Inspection, état des lieux, machin, le mec qui rentre. Il faut laver, il faut machin, elle me dit tout ce qu'elle fait parce qu'elle gère tout en fait, c'est comme une conciergerie. Donc ils lavent tout le bordel, hein. Ils font laver l'appartement intégralement entre chaque locataire. Elle a même retiré des trucs à moi qu'elle a mis dans un endroit à elle. Elle me dit je te les remettrai dans ton appartement une fois que les locataires seront partis ou entre deux locataires, etc. Si tu reviens, machin. Ultra, donc totalement différent de la deuxième agence. Après, est-ce qu'elle va maintenir ce niveau de qualité? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, elle t'envoie tous les rapports. Ok, il a payé son dépôt de garantie, il a fait ci, ça y est, il a payé le loyer, machin. Je te déduis, je prends mes 10% de... Alors, je suis allé... Au début, j'étais deuxième agence. Je voulais signer donc un contrat pour bien mettre tout au carré. Et là, elle me dit... pas besoin de contrat. En Thaïlande, en fait, ils savent un truc, c'est que de toute façon, le problème ne pourra jamais aller ni en justice, ni en police, ni en rien du tout. C'est-à-dire que ça n'arrive. Elle sait que de toute façon, ça ne va pas aller dans ces niveaux-là. Donc le problème, c'est humain à humain. Mais j'ai insisté, on fait le contrat. Alors quand on fait le contrat, elle le relit, elle corrige, elle fait le truc et on s'entend. Et pour moi, c'est toujours bien quand même de faire un contrat parce que au moins, on a mis les choses au clair. Et il y a toujours des trucs, en fait, si tu es oralement, tu t'en souviendras pas, etc. Donc c'est vraiment à 100%, dans les deux cas, j'ai des agences avec les deux agences, j'ai des contrats blindés qui sont carrés, qu'on a bien relus, qu'on a bien signé, qu'on a bien... parfait.
Donc, donc voilà. Voilà comment ça se passe. Et là pareil, je viendrai récupérer mon cash. Donc ça me fait en fait du cash qui rentre, qui est en Thaïlande. Alors c'est intéressant parce que il y a des dépenses en fait que je fais uniquement en cash en Thaïlande. Et donc c'est mieux parce que de toute façon j'ai pas de compte bancaire. Donc si j'avais un compte bancaire avec du cash dans une autre devise, il y aurait des frais de change. Donc voilà, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que ça me fait quand même un gros paquet de cash. Surtout que j'avais aussi mon compte bancaire qui a été gelé. J'ai récupéré beaucoup de cash aussi. Donc j'ai blindé de cash que je mets dans des safety box. Hein. C'est pas la peine de venir me kidnapper. Ils sont dans des safety box. Okay. Alors, est-ce qu'on peut récupérer autrement qu'en cash? Oui. Il y a les options qu'elle fasse des virements Swift. Enfin des virements vers des comptes en Europe ou vers des comptes à Singapour, vers des comptes où vous voulez. Mais le problème, c'est que, ces virements Swift, en fait, ça coûte de l'argent. Okay, elles peuvent sélectionner l'option que c'est la personne qui réceptionne, donc moi, qui va payer en fait les frais. Donc ce serait possible. Maintenant, cet argent, de toute façon, ces loyers, ils sont taxables en Thaïlande, pour moi. Ça, je suis obligé, je les déclare. Et je dois payer les taxes dessus. Donc ça ne change rien qu'elle envoie l'argent à l'étranger. Tous les revenus immobiliers en Thaïlande sont taxables en Thaïlande. Voilà, et si elle envoyait cet argent en Thaïlande et que je le réutilisais, enfin en dehors de Thaïlande, en Europe par exemple, et que je le réutilisais derrière avec mes cartes bancaires, en fait, il y aurait des frais de change. C'est-à-dire que ça arriverait de Thaïlande en euros, et ensuite d'euros, je réutiliserais en Thaïlande. Donc il y aurait 2 fois en fait des frais de change. Donc il faut imaginer à peu près au moins 3%, au moins 1,5% aller, 1,5% retour sur des frais sur des commissions de change des banques. Donc voilà. Alors elles sont cool, hein, ils sont flexibles, hein, t'arrives quand tu veux. Là par exemple j'avais 2 mois de retard parce que j'étais en vacances, tout ça, ok je viens, elle paye les 2 mois, y a pas, ça se passe bien. Enfin ça se passe bien. Jusqu'à maintenant ça se passe bien. C'est bien. Voilà, alors c'est aussi du cash, tout ce cash que j'ai, c'est du cash qui n'est pas investi. Parce que j'ai pas de. Je vais pas aller acheter des ETF S&P 500 avec des Thai bahts que je reçois en Thaïlande. J'ai pas de compte, j'ai rien. Ok. Je peux même pas, en fait, j'ai tellement de Thai bahts que je pourrais même pas, par exemple, les faire sortir du pays. Parce qu'on est limité à 10 000 $ quand tu passes une frontière. Donc, je pourrais même pas le faire. Donc, quelles sont les autres options d'investissement? Il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est l'or. L'or physique. On peut acheter de l'or physique et je vais le mettre dans mon coffre. Voilà. Bon. Je perds pas espoir à un moment donné. On me dit que je pourrais quand même avoir un compte un jour, peut-être. On verra. Voilà les amis, écoutez c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.